préambule, je souhaite évidemment remercier pour commencer le lieu qui nous accueille aujourd'hui sur le campus universitaire, donc l'espace Bernard-Marie Coltès, Metz, scène conventionnée d'intérêt national par le ministère de la Culture, et bien sûr l'équipe du service audiovisuel de l'Université de Lorraine qui va réaliser la captation de l'événement. Ainsi, je dirais qu'à l'occasion du lancement du cycle des rencontres intitulé « Écrire les frontières », je souhaite la bienvenue à notre premier invité qui inaugure ce cycle, Guillaume Poix, et aux étudiants de 3e année de l'Université de Lorraine, et plus spécifiquement la licence Humanité, que j'ai le plaisir d'accompagner cette année dans le cadre d'un enseignement relatif à l'écriture créative et à la création littéraire. Alors, dans le cadre du prix Frontières Léonora Miano, qui est à la fois porté par l'Université de Lorraine, mais également par l'Université de la Grande Région, le Centre de recherche sur les médiations, le CREM, mais aussi le Centre de recherche en géographie, le LOTER, organise aux côtés de la Maison des écrivains et de la littérature un cycle de rencontres qui accueillera ainsi, en octobre jusqu'en avril, 6 auteurs et autrices afin d'aborder la thématique de la frontière sous diverses dimensions. Ces différentes manifestations ont été élaborées, bien sûr, en collaboration avec nos partenaires du prix, je les cite, le réseau des bibliothèques médiathèques de la ville de Metz, que nous allons retrouver tout à l'heure, la librairie Messine autour du monde, la librairie, cette fois nancéenne, le Hall du Livre, et bien sûr, pour terminer, le festival Littérature et Journalisme, l'association Le Livre à Metz, qui sera en clôture, d'ailleurs, du prix littéraire avec sa remise en avril. Alors, l'enjeu, en tout cas pour cette première manifestation et ce lancement, ça va être bien sûr de saisir sous l'angle de la création littéraire contemporaine les rapports entre écrivains et lieux, et entre culture et territoire. Je vais vous présenter Guillaume Poix, qui est donc le lauréat de la première édition du prix Frontières Léonora Miano, et qui est notre parrain d'honneur pour la seconde édition. Alors, Guillaume a un parcours brillant, on peut le dire, donc une formation tout d'abord à l'École normale supérieure de Lyon, puis des études théâtrales, puisque Guillaume a fait aussi tout un cursus à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, à l'ENSAT, en tant que metteur en scène, écrivain, dramaturge français. Il interroge la question des frontières avec subtilité, comme en témoigne d'ailleurs le roman ici présent, que je vous présente, donc Les fils conducteurs, qui date de 2017, et qui a été lauréat du prix Weber Fondation La Poste, évoquant la mondialisation injuste, mais aussi le gaspillage, on va y revenir, au Ghana, à travers une réflexion philosophique et littéraire, en tout cas, qui réfléchit également aux moyens d'en témoigner. Nous allons en discuter. Un autre ouvrage, qui a été donc lauréat du prix, qui est celui que je vous présente à présent, Là d'où je viens a disparu. Et cet ouvrage de 2020 est une œuvre, cette fois, inspirée de faits réels. On va en discuter bien évidemment, d'un continent à l'autre, parce que tu explores cette dimension, en tout cas de l'exil ou de la migration, sous diverses formes. Et puis pour finir, je citerai peut-être un roman, ou une forme étrange en tout cas, puisque c'est un roman théâtral, Soudain Romy Schneider, qui est particulièrement original, puisqu'il se compose à la fois, en tout cas, d'un mixte, si j'ai bien compris, de dialogues extraits de la filmographie de Romy Schneider, de cette actrice, de propos qu'elle aurait pu tenir à la fois dans son journal et dans la presse, et puis bien sûr de monologues imaginaires que tu as imaginés. Allons-y, lançons les débats pour cette première question. Donc j'aimerais revenir sur le dernier ouvrage, Là d'où je viens a disparu, donc qui date de 2020. Et on peut dire que très clairement tu mets dans cette œuvre en lumière, en tout cas le paradigme frontalier, à travers ses enjeux géopolitiques,
en l'occurrence des frontières bien réelles, que ce soit la Méditerranée ou encore le Rio Grande, par exemple, et peu à peu qui sont absorbés par l'ordre symbolique du roman. Une première question, en tant qu'écrivain, quelle est ta vision, ta perception de la frontière? Alors, je dirais dans son sens premier, géographique, c'est-à-dire une limite qui sépare deux États, ou encore qui détermine tout simplement l'étendue d'un territoire. Bonjour, je suis vraiment heureux d'être avec vous, de vous rencontrer. C'est difficile d'avoir une vision de la frontière autre que celle que j'ai moi-même éprouvée dans ma vie. Moi, j'ai 35 ans, donc je suis un citoyen européen. Enfin, j'ai l'impression de me définir bien sûr comme un citoyen français, mais aussi et principalement comme un citoyen européen qui a pu déjà jouir du fait d'aller d'un pays à l'autre, en tout cas sur le continent européen, en ayant l'impression que les frontières étaient symboliques, c'est-à-dire qu'elles étaient plutôt culturelles, ou qu'elles étaient à la marge langagière ou paysagères, mais pas particulièrement marquantes du point de vue politique, puisqu'il y a l'espace commun qu'on a en partage en Europe. Et j'ai l'impression que la notion de frontière, dans mon expérience personnelle, elle est très privilégiée, parce que j'ai bien conscience que le citoyen français et européen que je suis n'est pas mis en danger par la question de la frontière, que la frontière n'est jamais un obstacle majeur à surmonter, et j'ai bien conscience du privilège que c'est. En revanche, ce qui m'interpelle beaucoup en tant que citoyen contemporain, c'est plutôt comment on a l'illusion d'un effacement des frontières, précisément par cette expérience qu'on peut avoir d'ancrage européen, de se dire qu'au fond les frontières n'existent plus et qu'elles sont aisément franchissables, alors qu'en fait j'ai l'impression que l'espace numérique dans lequel on évolue tout, ce qui me paraît devenir notre territoire d'élection principale, en tout cas j'ai l'impression que le territoire aujourd'hui qu'on a vraiment tous en partage, qui est peut-être le territoire virtuel symbolique le plus structurant dans nos existences aujourd'hui, c'est cette espèce de gigantesque espace numérique qui a l'air d'accentuer ce mouvement d'éradication des frontières. Et je trouve que ça c'est un moment un peu passionnant de notre époque, c'est qu'on a cette illusion, quand on est en tout cas situé en Europe et citoyen de l'ère numérique, que les frontières ont totalement disparu, alors qu'en fait il suffit, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en Afrique et en Amérique du Sud, il suffit de voir dans d'autres continents et dans d'autres sociétés des pays qui n'ont pas un espace commun comme l'espace européen, ou qui en tout cas n'ont pas la même histoire que nous avons au XXe siècle. Et au XXIe siècle, pour s'apercevoir que la frontière reste un territoire arbitraire aussi. J'avais été très marqué quand j'ai commencé mes études par les propos d'un dramaturge qui s'appelle Jean-Claude Grimbert, sur lequel j'avais beaucoup travaillé, et qui avait vraiment cette réflexion-là sur l'absurdité de la naissance, sur le fait que lui, son père, avait été déporté à Auschwitz quand il avait 2 ans, et donc il y a évidemment son histoire personnelle a été traversée par cette question-là de la tragédie historique de la Shoah. Et évidemment, la question de la frontière, ses grands-parents venaient de Pologne. La question de la frontière, lui, il l'a éprouvé à un tout autre degré que moi je ne l'éprouve, par son histoire familiale et parce que la grande histoire a éprouvé à sa famille. Mais cette question de l'absurdité de la naissance, de l'absurdité en tout cas de la frontière quand elle est un obstacle, j'ai l'impression que c'est une chose à laquelle je suis très sensible, de comprendre que la chance qu'on a d'être né à un endroit, cette chance qui est totalement gratuite, arbitraire, qui est un don. Évidemment qu'il n'y a pas que la naissance, il y a aussi évidemment l'éducation, la culture, tout ce qu'on a traversé, mais en tous les cas, j'ai un peu la sensation aujourd'hui que, et sans doute que le roman naît de la volonté d'explorer cette chose-là, de comment la frontière peut arbitrairement départager les mondes, et arbitrairement, du point de vue existentiel, je parle pas nécessairement du point de vue historique, mais en tout cas nous mettre face à des expériences vraiment absurdes, vraiment au sens littéraire du mot, avec le courant de la littérature de l'absurde, une chose dénuée d'un sens qui en devient même le stéréotype du
du cliché, quoi. Alors, justement, j'aimerais revenir avec toi sur ta relation au lieu et aux zones frontalières qui sont intéressantes dans ta production, en évoquant notamment les fils conducteurs, roman qui raconte l'aventure, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas le quotidien de 3 adolescents dans une décharge électronique au Ghana, un territoire assez cauchemardesque, où échoue, sans qu'on le sache d'ailleurs forcément, en tout cas la plupart de nos déchets électroniques européens. Alors justement, de l'Afrique à l'Europe, il s'agit bien d'une fiction documentée qui t'a amené à réinventer ce territoire ultra réel et toxique. Et justement, pourrais-tu nous expliquer le traitement littéraire de cet espace réel, géographique, dans ce roman? Donc cette décharge, c'est effectivement un lieu qui existe au Ghana, dans la banlieue d'Accra, qui est la capitale du Ghana, qui s'appelle donc la décharge d'Agbo-Ublochi. Moi, j'ai découvert l'existence de ce lieu à travers une exposition photographique. En voyant les photographies assez spectaculaires et quand même cauchemardesques, comme tu le dis, apocalyptiques même du lieu, j'ai été frappé par le caractère quasiment littéraire, pictural, fantasmatique du lieu. C'est-à-dire comme si ce lieu-là était déjà un lieu de fiction, tellement son architecture est étonnante. Parce qu'en fait, donc, c'est ce gigantesque territoire où s'entassent donc des carcasses d'ordinateurs, de smartphones, de tablettes, des appareils électroménagers. Donc c'est une espèce comme ça de décharge à ciel ouvert. Et les travailleurs qui œuvrent dans cette décharge sont pour la plupart des adolescents. Et pour atteindre donc les fils conducteurs, c'est-à-dire ces fils de métal, de cuivre par exemple, qu'ils peuvent revendre, ils doivent brûler les gaines de plastique isolante qui en serrent les composants dans tous nos appareils, quoi. Récupérer tous ces petits matériaux. Et donc en fait, il y a des colonnes de fumée un peu partout, et quand j'ai vu les photographies, j'avais l'impression de voir des tableaux de Jérôme Bosch, ou alors une espèce de vision fantasmée de l'enfer de Dante, ou alors même j'avais l'impression que c'était un peu les visions de Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse. Enfin, je me disais, c'est étonnant, ce lieu-là qui est tout ce qu'il y a de plus réel et qui raconte notre époque au présent, qui dit vraiment à quelle ère nous sommes, puisque ce territoire raconte évidemment l'inégalité des rapports nord-sud, la généralisation des pratiques numériques, la fiction de la dématérialisation de nos existences, puisque un petit peu ce que je disais sur le monde numérique qui a l'air d'abolir nos frontières, de même le monde numérique a l'air d'abolir notre rapport à la matière. On a l'impression qu'en fait nos ordinateurs, nos téléphones, ils sont tellement de plus en plus ergonomiques, fins, légers, que de plus en plus la matière a l'air de disparaître, alors qu'en fait la matière elle est éminemment présente, elle est éminemment toxique, et donc tout ce vocabulaire qu'on utilise dans nos vies, dématérialiser les démarches, dématérialiser les pratiques, avoir l'impression que c'est à travers la surface d'un écran qu'on agence nos relations, en fait tout ça reste profondément matériel. On n'est pas sorti du monde matérialiste de l'ère capitaliste, donc je trouvais que ce territoire il racontait quelque chose de profondément singulier. Et donc j'ai eu l'impression qu'il était lui-même un lieu de fiction, alors même comme je disais il racontait le réel puissant de notre époque. Et j'ai décidé dans le roman de traiter le lieu tel qu'il est, c'est-à-dire de ne pas changer le nom par exemple, de garder le nom du lieu, de garder le nom de cette décharge, de la situer précisément, mais j'ai eu l'impression que ça allait être le vrai personnage du livre. C'est pour ça que j'ai voulu lui donner... J'avais été très marqué par un film de Tarkovsky qui s'appelle Stalker, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film très très troublant, où il y a une espèce comme ça de zone dans le film qui engloutit quoi, les personnages. Et c'est un espace plastique assez étourdissant, assez fantomatique, de science-fiction, matiéré de manière assez étrange, et j'étais très marqué par la scénographie de ce lieu, et je me disais qu'il fallait que le lieu dans le roman, évidemment, allait être réinventé par la littérature, du fait que la puissance visuelle du lieu est telle que l'acte littéraire, c'était convertir cette puissance-là en un style, un rapport au langage, qui puisse dire l'ambiguïté même de ce monde, c'est-à-dire que les photographies que j'avais vues étaient très fascinantes, et elles pouvaient aussi esthétiser quelque chose qui est quand même un lieu cauchemardesque. Donc il y avait un trouble face à ces photographies, face à ces images, qui m'avait un peu tétanisé, où je me disais c'est sublime,
Et le fait de penser que c'était sublime me dégoûtait. Je me disais, il faut que j'aille creuser cette émotion esthétique, et que par le langage, je restitue la violence que l'imagerie de ce lieu a convoqué en moi. Ouais, déjà c'est bien. C'est déjà très bien, et en plus c'est une magnifique transition pour la prochaine question, justement qui aborde à présent, je dirais, le jeu sur les frontières, cette fois sous l'angle de la langue. Et j'aimerais savoir justement comment ce roman sur lequel tu reviens et qui a notamment été salué par la critique pour son travail, en tout cas sur la langue, comme une langue étonnante d'invention, hein, c'est le terme qui a été utilisé. On a même parlé d'une mimétique de la décharge par rapport à ce roman, c'est-à-dire dans le fait d'avoir peut-être construit une langue complètement composite, comme ce que tu étais en train d'évoquer actuellement, mais aussi ce mélange de français et d'anglais. Alors je me posais la question, est-ce que c'est ce fameux franglais à la Georges Perec, ou alors tout simplement, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'une langue qui se joue des frontières linguistiques? Je pense que c'est vraiment les deux. En fait, le premier projet d'écriture sur cette décharge, il était théâtral, puisque j'ai commencé mon travail d'écriture par le théâtre, et à l'époque où j'ai vu l'exposition photographique, je travaillais sur le théâtre principalement, sans m'autoriser à écrire des formes romanesques, et donc, quand on écrit du théâtre, vraisemblablement on écrit des dialogues, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir des acteurs qui vont incarner sur scène des personnages qui se parlent. C'est comme la vision minimale du théâtre, mais au fond la plus puissante que le théâtre peut convoyer, ça se dit. Quand il a fallu écrire des dialogues, où j'avais décidé que les personnages ce seraient ces jeunes travailleurs de la décharge, j'ai été face à une forme d'obscénité. Tout à coup, l'idée de véhiculer un langage qui ne serait que la reproduction du langage social que moi je connais de mon petit point d'ancrage, de situation géographique et sociale. L'idée de faire parler ces travailleurs qui vivaient une expérience de l'apocalypse quand même au quotidien, ça me paraissait impossible de leur attribuer un langage ordinaire, ou en tout cas un langage connu. Et je me suis dit qu'il fallait qu'en fait le langage de cette décharge, le langage que la décharge produisait un langage, qu'elle produisait une syntaxe, qu'elle produisait un vocabulaire, un lexique, et qu'en fait elle contaminait la parole des personnages qui y travaillaient. C'est pour ça que j'ai eu l'idée d'inventer une langue parlée par les personnages, comme si, pour accréditer aussi l'idée que ce territoire était une zone avec ses règles propres, non seulement ses règles sociales propres, mais aussi ses règles langagières propres. Donc j'ai imaginé cette espèce de langue que parlent les personnages, qui est un mélange effectivement de français, d'anglais, un peu d'espagnol, un peu d'allemand, enfin, une espèce comme ça de projet de recomposer, parce que j'avais l'image de l'entassement de ces ordures, et je me disais cet entassement-là produit comme une espèce de tour de Babel, et aussi je me disais dans ce lieu qu'est la décharge, transitent les objets du monde entier qui sont nos objets les plus précieux, les plus intimes, parce que sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, ces objets-là, même quand on s'en débarrasse, gardent l'historique de notre usage et renferment nos vies. Et je trouvais que ce territoire-là rempli de nos vies, du secret de nos vies, c'était quelque chose d'à la fois superbe et terrifiant. Donc je me disais, ce lieu-là est un lieu quasiment mythologique dans la mesure où il conserve l'historique et la trace de l'existence de millions de personnes à travers le monde, et donc ce lieu parle toutes les langues. Et donc il fallait inventer un langage qui soit un langage qui déplace le français et qui vienne aussi le percuter, à la fois pour que la langue puisse raconter ce que c'est que l'architecture de la décharge, à savoir un entassement chaotique et arbitraire de matériaux d'une famille proche, mais qui peuvent être aussi des matériaux distincts. Donc, c'est-à-dire l'empilement, l'agglomération, le conglomérat, et en même temps que cette langue, elle puisse dire une forme de géopolitique mondiale, c'est-à-dire une langue. L'idée, c'est de créer une langue monde, avec ce fantasme un peu biblique de recréer une langue qui serait la langue de Babel, c'est-à-dire la langue que tout le monde parle, puisqu'aujourd'hui, comme j'ai l'impression, la langue que tout le monde parle, c'est Internet. Internet, c'est Babel. Enfin, pour moi, ça y est, on a reconstruit la tour de Babel par la dématérialisation avec l'espace commun d'Internet. Donc pour moi, cette langue-là de la décharge, l'agbogblochi, qui est déjà en soi un mot et tout un programme,
devait porter le projet d'une langue neuve qui devait aussi jouer de manière assez chaotique avec tous les registres de langue. C'est-à-dire que, aussi bien le registre, je voulais pas du tout que ce soit une langue ouvrière. Et je dis ça parce que socialement, la langue ouvrière, elle peut être dévalorisée et elle peut aussi assigner les êtres qui la parlent à un monde clos. Et j'avais quand même l'impression que les personnages, ces adolescents de 15 ans qui s'intoxiquent au quotidien et qui donc meurent assez jeunes du fait des contractes qu'ils contractent, puisque ce lieu est évidemment un désastre écologique et un désastre sanitaire. Et comme ce sont des adolescents qui travaillent, c'est comme si le désastre était redoublé. La détermination dans laquelle ces personnages-là vivaient me paraissait être insupportable. Outre que se rejouait quelque chose des relations nord-sud et des relations coloniales que nous avons entretenues avec certains pays d'Afrique, avec cette idée un peu sous-jacente qu'au fond, un adolescent ghanéen peut être un déchet, et que si ce territoire-là existait en France, en Belgique, en Angleterre, en Espagne, il n'existerait pas, tout simplement. Et donc pour moi, se rejouait aussi dans le regard qu'on porte sur ces travailleurs, un fantasme post-colonial. Je voulais que cette langue, elle soit une langue qui soit un outil d'émancipation pour les personnages. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit une chose plastique, inventée, qui avait des règles que je définissais à peu près à l'avance, mais qui aussi n'en avait pas. C'est-à-dire que les personnages devaient pouvoir s'émanciper par le langage, parce qu'ils travaillaient dans un espace surdéterminé qui les condamnait. Et pour moi, c'est ça que doit faire la langue, le langage, le théâtre, la littérature. En tout cas, c'est ce que je cherche quand j'écris, c'est pour moi, la langue a été un territoire d'émancipation. Et donc, c'est ça que, pour moi, c'est ça, je pense, la plus forte expérience existentielle, c'est ça. Et c'est ce que je pense, j'ai essayé de chercher avec l'invention de cette langue. C'était pas qu'une pulsion esthétique, c'était vraiment, je crois, la volonté de sauver quelque chose de ces existences surdéterminées. Alors évidemment, je ne sauve rien, je ne sauve personne. C'est dans le sens comment générer de la pensée collective pour tenter d'avoir un impact sur le réel. Merci beaucoup pour cette réponse fort détaillée. Revenons à ton autre roman, Là d'où je viens a disparu. Et là, j'aimerais savoir comment tu as fonctionné pour ta construction textuelle, puisque tu ne cesses d'entremêler les trajectoires, hein, on peut le dire. On a l'histoire d'Angie qui quitte l'Afrique, la Somalie plus exactement, pour aller vivre son rêve européen. On a aussi Louis qui va fuir le Salvador pour au contraire tenter le passage vers les États-Unis. En cela, pour certains critiques, on a souvent évoqué une forme romanesque chorale qui prend appui sur un important travail de documentation. Alors, travail d'archives, tu as évoqué la photographie à l'instant, mais on sait qu'il y a des articles de presse aussi que tu as pu compulser et qui relèvent tous des coulisses, en quelque sorte, de la création littéraire. Alors, j'aimerais savoir en quoi et comment, plus exactement, tu mets en place ce travail documentaire, cette frontière entre réalité et fiction qui va finalement nourrir ton imaginaire et structurer également cette œuvre. Souvent, l'appel d'un texte, il est initié par, comme pour les fils conducteurs, là, c'était une photographie très précise qui a fait irruption dans ma vie, mais qui, comme les photographies de presse ou d'actualité, font irruption dans nos vies de manière constante, avec ce flux permanent de nos existences. Et donc c'est une photographie qui a été publiée en juin 2019 et qui montrait donc un jeune père salvadorien qui avait tenté de traverser le Rio Grande avec sa fille de 23 mois. Cette photographie m'a vraiment hanté pour des raisons très personnelles, puisque j'ai une fille de l'âge exact de cet enfant. Et au-delà de la projection fallacieuse que j'ai pu, dans un premier temps, mais que je revendique, dans le sens je n'y peux rien, c'est comme ça, quand on voit une photo, on s'identifie ou pas. Et ce qui fait qu'une photo nous attrape, c'est aussi qu'il y a ce point d'identification qui va chercher notre intimité. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est une impulsion intime qui est comme amorale, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est là. Cette photographie m'a scandalisé, m'a hanté, m'a ému particulièrement. Et elle est surtout
venu se placer à la suite d'un cortège de nombreuses photographies qu'on a, je crois, tous trop vues, les photographies en gros de la tragédie de ce qu'on appelle les migrations, quoi. C'est-à-dire ces photographies en général d'enfants ou de familles décimées par leur tentative de passer dans un pays étranger. Et cette photographie-là, c'était comme la photographie de trop, qui moi est venue m'attraper à un endroit d'intimité particulier. Et j'ai immédiatement senti que elle me donnait une clé qui était la clé de l'intime pour aborder cette question politique complexe, qui faisait évidemment surgir immédiatement la question de la légitimité. Quelle légitimité, moi, je peux avoir à parler de ce sujet, moi qui n'ai jamais eu à quitter mon pays, qui ne suis pas en danger, et qui suis sans doute socialement très favorisé. Ça, c'est comme une autre question. Mais il m'a semblé qu'en fait, cette photographie, par le parallèle, par la symétrie exacte qu'elle pouvait renvoyer à mon statut de père, m'a renvoyé à l'intimité de « et si c'était moi ?» Cette question qu'on peut juger indécente, mais qui pour autant advient quand même dans la tête. Et si c'était moi, qu'est-ce que c'est que de devoir vivre ça avec un enfant de cet âge-là et de devoir tenter cette chose-là qui paraît quasiment inhumaine. Et à partir de là, j'ai commencé à imaginer, à me documenter de manière très précise sur la tragédie. Je voulais en fait, au départ, retracer le parcours de ce père et de sa fille. Et donc je me suis documenté, j'ai fait une enquête dans la presse internationale et les médias internationaux pour essayer de retracer quasiment heure par heure ce qui s'était passé entre le moment où ce père avec sa femme et leur fille avaient quitté leur ville du Salvador et étaient arrivés pour mourir dans le Rio Grande. Et cette enquête, elle a été assez bouleversante aussi, puisque forcément quand on a une enquête, on se documente, on s'initie à plein de choses. Donc tout à coup, je me suis initié à des choses qui me paraissaient très lointaines dans l'actualité, qui me concernaient à demi, dont je pouvais m'offusquer, qui pouvaient générer une forme d'exclamation un peu indignée, sans pour autant appeler plus de moi. Et donc, qu'est-ce que c'est que la politique migratoire américaine? C'est quoi comment ça se passe, en fait, la frontière à Texas, à Brownsville, comment ça se passe, enfin, toutes ces choses-là. J'ai commencé à écrire un texte qui ne traçait que une espèce de fiction de ces trois êtres-là, de leur traversée. Et puis, après avoir fait ce premier temps de travail, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose d'insuffisant, comme si d'insuffisant, non pas que c'était insuffisant, ces villas suffisent largement, mais ce que je veux dire, c'est que ça paraissait insuffisant dans l'entreprise littéraire, dans la mesure où, encore une fois, ce qui était important, et ce que j'essaie toujours d'intégrer dans mes travaux, c'est d'où je regarde. Le trajet de mon regard jusqu'au sujet dont je m'en parle, en fait, c'est celui-là, je m'aperçois, qui est le territoire qui me donne des clés formelles. C'est-à-dire qu'au même titre que la pulsion de contemplation esthétique que j'avais eue avec la photographie de la décharge d'Ekbo-Blochi est devenue un des fils importants dans le roman, cette tentative, puisque j'ai inventé un personnage de photographe qui vient prendre des photos, et donc il y a toute la question de cette esthétisation de l'horreur qui est posée dans le roman. De même, cette question de moi, le français, regardant le drame international de la migration sans être du tout ni engagé pour aider des gens, ni même concerné politiquement plus que ça. Je me suis dit, c'est de ça qu'il faut parler. En plus, ça ne suffit pas de simplement raconter des parcours, il faut aussi mettre en tension, mettre en critique le regard qui se propose de raconter ces parcours. Et c'est pour ça que j'ai imaginé après de décentrer le livre et d'éclater les problématiques en essayant d'une part de restituer à cette problématique de la migration son caractère mondial, de jouer évidemment avec des choses d'écho, qu'est-ce qui se joue entre le Salvador et les États-Unis, qui se joue peut-être entre la Somalie et la France, et d'imaginer des personnages aussi vivant en France qui traversaient possiblement ce que moi je traversais, à savoir un faisceau d'émotions contradictoires vis-à-vis de phénomènes d'actualité qu'est la migration. Et donc à partir de là,
le roman s'est constitué, et c'est comme colonisé de personnages un peu à mon insu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je commençais à imaginer une famille française, il fallait que j'imagine des correspondances, il fallait que j'imagine une famille africaine, enfin en tout cas somalienne, tel que je l'avais décidé, puis il fallait que j'imagine aux États-Unis ce qui se passait. Et après, j'ai décidé que le roman, en gros, allait être polarisé autour, c'était le titre envisagé du livre, pour moi c'était le verbe passer. Je me suis dit, c'est ça, cette dynamique-là, c'est la dynamique qui va fédérer la question de l'écriture. Il y a les personnages qui veulent passer, il y a les personnages qui ont voulu passer mais qui n'y sont pas parvenus, il y a ceux qui y parviennent, il y a ceux qui vont devoir repasser dans l'autre sens, il y a ceux qui ne veulent pas qu'on passe, il y a ceux qui aident à passer, il y a ceux qui empêchent de passer. Et ces dynamiques-là, ces lignes de force, elles ont pour moi structuré la choralité du roman et essayé de tracer l'architecture souterraine de ce roman un peu continental, quoi. Donc on sent très fortement comment le motif du passage, c'était ton idée au départ et une potentialité de titre en tout cas, c'était l'élément fondateur et ce qui a permis d'articuler ou de structurer en tout cas ta forme romanesque. Oui, exactement, c'était vraiment c'était cette action-là qui me paraissait générer de la fiction. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à me demander et si moi je devais passer, comment je fais? Et en fait, et c'est là que je crois que le théâtre, enfin en tout cas le rapport aux acteurs m'apporte beaucoup. C'est parce qu'en fait, quand on travaille avec des acteurs, on est obligé de penser à la manière dont ils vont incorporer une trajectoire de pensée et de langage pour s'en saisir et pour pouvoir la restituer à un public. C'est pas de l'acteur studio, mais c'est comment les liens de pensée en moi sont clairs par le langage pour que ce que je dise ait l'air sincère, ou en tout cas ait l'air traversé, vécu. Et je m'aperçois que quand j'écris, en fait, je suis assez gagné par cette chose des acteurs, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'est très physique quand j'écris, parce que notamment quand tout à coup il a fallu se demander alors qu'est-ce que c'est que de faire sa valise pour partir, qu'est-ce qu'on emporte, il y a combien d'heures de bus, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les arrêts, un enfant à 23 mois, vu que moi ma fille avait exactement cet âge, je sais très bien combien de fois il faut changer la couche, combien de fois il faut donner à manger, c'est quoi le temps d'attention d'un enfant, c'est quoi de passer 12 heures dans un bus avec un enfant de cet âge-là, sans lit, sans pouvoir, enfin, qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Donc toutes ces choses-là, elles me paraissaient absolument fondamentales. Et en fait, je pense que ce travail d'immersion est un travail politique. Parce qu'à partir du moment où on s'immerge, on se met à la place d'eux, on fait ce travail empathique, parfois on me reproche l'empathie, mais moi je crois que c'est la seule chose qui m'importe en fait dans la vie. Enfin moi je trouve que c'est la seule chose qui est intéressante, c'est l'empathie dans la vie, c'est qui sont les autres et pourquoi ils me sont étrangers ou pas, c'est ça que je pense qui est le plus intéressant. À partir du moment où on fait ce travail d'immersion et on fait l'effort de se mettre à la place d'eux, jusqu'au moindre détail, en fait, les idées reçues, les parcours politiques, les opinions tombent. C'est-à-dire qu'on est face tout à coup à une expérience universelle. Et moi, ça, je trouve que c'est vraiment fondamental. Donc, je sais que j'ai aussi écrit ce livre pour lutter contre une tendance qui m'est propre au désengagement, à l'indifférence, à peu la colonisation intellectuelle d'une forme de fatalisme, ou en tout cas de lâcher prise avec des problématiques pourtant fondamentales, quoi. En tout cas, une belle métaphore du passage qui nous intéresse d'autant plus à l'Université de Lorraine, puisque au sein du CREM, on a une équipe qui s'intitule Passage et qui est en charge de réfléchir, outre la question de la mobilité, mais justement à ce flux, à cette circulation que tu évoques. Mais revenons à ton roman, celui que nous évoquions à l'instant, et on l'a bien vu, donc tu as mobilisé une documentation importante, reportages radiophoniques, journalistiques, etc., afin justement d'approcher ce territoire réel. Et notamment les études littéraires actuelles ont mis à jour, je dirais grâce aux travaux de Dominique Viard en particulier, la question des littératures de terrain, mais aussi un terme que tu as utilisé de manière tout à fait intéressante à l'instant, qui est celle d'enquête. Parce qu'on a un autre chercheur, Laurent Denaz, qui lui a consacré justement
un travail important à la notion de l'enquête en littérature et comment elle prend de plus en plus d'espace dans le parcours des territoires et, je dirais, dans les coulisses des écrivains. Alors j'aimerais savoir comment toi tu te positionnes par rapport à cela. Est-ce que cet intérêt à la fois pour l'enquête et pour ce qu'on pourrait appeler les littératures de terrain, c'est une question que tu te poses en tant que tout simplement auteur? Totalement, oui. Paradoxalement, pour les fils conducteurs et là d'où je viens disparu, je n'ai jamais fait de terrain. Par là, j'entends que je ne suis pas allé au Ghana, je ne suis pas allé voir la décharge, et pour là d'où je viens disparu, je ne suis pas allé au Salvador, je ne suis pas allé en Somalie, je ne suis pas déplacé géographiquement pour imaginer le parcours romanesque, quoi. Après, moi j'ai l'impression que cette notion d'enquête, elle est consubstantielle à l'écriture, puisqu'il y a comme deux mouvements de fond quand on écrit. Il y a comme ce qu'on est en train d'écrire et qui nécessite une enquête, c'est-à-dire que à partir d'une toute fiction, je pense que même Racine, quand il écrivait une tragédie, il partait en enquête sur les sentiments, sur les décisions politiques, sur les dilemmes, sur les répercussions d'une décision au sein d'une famille, au sein d'un couple. Tout est enquête à partir du moment où on se propose de retracer une histoire humaine et de raconter comment des êtres interagissent et se brisent ou s'aiment, ou voilà. Donc en fait, il y a comme ce mouvement qu'on est de toute façon contraint de faire, c'est-à-dire s'il se passe ça, qu'est-ce qui se passe pour A? Et si B dit à C, dit ça à C, alors comment A va réagir à ce qu'a dit B? Comment A va aider C? Tout ça, c'est du postulat qui part d'une expérience qu'on a tous et en même temps d'une part d'invention. Et donc ça, c'est pour ça que je trouve que ça me paraît toujours un peu... Je pense que tout écrivain enquête toujours. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment... Alors qu'aujourd'hui, il y a la question du terrain précis, c'est-à-dire qu'il y a comme un rétrécissement du fait littéraire sur le journalisme aussi et sur l'enquête, qui est une chose que moi je trouve périlleuse, parce que ça va avec aussi l'idée que ça va aussi avec l'idée d'une légitimité de l'écrivain, c'est-à-dire je ne suis légitime à écrire un texte que parce que je connais ce que j'ai écrit, c'est-à-dire j'en ai une expérience qui est soit l'expérience de l'enquête, soit l'expérience biographique. Et ça, pour moi, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que c'est rabattre la littérature sur des critères identitaires ou sur des critères d'expérience, et je crois que la littérature est tout sauf ça. Ceci étant, j'évolue aussi, dans la mesure où là, j'ai travaillé pour un spectacle de théâtre assez important. Je dis important du point de vue de l'ampleur de travail que ça a demandé, où on a fait à peu près 300 rencontres avec la metteuse en scène pour récolter d'abord des paroles, puis écrire le spectacle. Et c'était une chose au départ face à laquelle j'étais un peu dubitatif. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Il se trouve qu'on a fait ça pendant la crise sanitaire en plus, donc il y avait quand même l'idée aussi de rompre l'isolement forcé de cette crise. Donc c'était aussi comme un geste politique vis-à-vis de cette solitude-là. Mais j'évolue dans la mesure où je pense que maintenant, ça me faisait très peur d'aller sur le terrain avant, parce que d'abord je suis très timide, et aussi parce que je pense que c'est une méthodologie que je n'ai pas. Donc comme je n'avais pas les outils pour savoir comment on enquête sur le terrain, ça me faisait peur, et je pensais qu'il fallait défendre une littérature, pas de la chambre, mais en tout cas qui a accès au monde d'une autre manière. Et outre que les ressources numériques d'aujourd'hui font qu'on peut aussi plus facilement avoir accès à des choses sans doute qu'avant. Mais c'est vrai que je change un petit peu aussi dans la mesure où je vois que mon désir d'écriture aussi va sur de plus en plus la rencontre et me déplacer moi. Donc je suis partagé. Je pense qu'on ne peut pas demander à l'écrivain, on ne doit pas demander à l'écrivain d'attester une expérience d'immersion obligatoire s'il se propose de parler d'un sujet de société qui aurait pu nécessiter une enquête. Mais pour autant, je reconnais en tant qu'écrivain que ça change des choses quand tout à coup on va sur le terrain. Mais en même temps, tu disais que par rapport à un chercheur ou un journaliste, l'écrivain se sent moins légitime.
Par manque d'outils méthodologiques, c'est plutôt ça. Peut-être, et aussi parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, cette mention inspirée de faits réels, elle a été fortement incitée par l'éditeur. J'ai plusieurs fois bataillé pour dire je ne crois pas qu'il fallait forcément le mettre, et on m'a expliqué que ça pouvait aussi être un argument commercial, et c'est bien normal que les arguments commerciaux prévalent aussi quand tout à coup on fabrique un livre, puisque quand même le but c'est de trouver des lecteurs et de vendre le livre, puisqu'il n'y a pas que ma question à moi, une maison d'édition c'est des emplois, enfin je veux dire c'est toute une chaîne de personnes, donc c'est bien légitime. Mais en fait cet argument, moi il me paraît délicat, parce qu'en fait je constate aujourd'hui qu'il y a un peu une tyrannie de ça. Si on n'écrit pas quelque chose qui a l'air d'être absolument documenté ou qui est documentaire, alors si c'est une invention, une fiction, c'est moins bien. Il y a comme une dévalorisation éthique de l'acte littéraire d'invention quand il n'est pas absolument adossé à une pratique documentaire, je trouve, ou à une pratique autobiographique. Et je trouve que tout ça catégorise de manière un peu stricte les genres et la manière dont on pratique aujourd'hui l'écriture romanesque, même théâtrale. Maintenant ça a totalement colonisé aussi le monde théâtral. Et moi j'aime bien m'amuser de ça un peu aussi, et voilà. Mais je suis inquiet de ça, parce que je trouve que ça ne peut pas être le seul aiguillon. On ne peut pas uniquement demander à quelqu'un d'écrire ce qu'il connaît, dans la mesure où, précisément, moi, l'acte d'écriture est un acte vers l'ignorance. C'est-à-dire que j'écris avec ce que je ne sais pas connaître, j'écris pour découvrir des choses que je ne connaissais pas, et je n'écris pas avec une connaissance préexistante que je me contenterais de déplier. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt d'écrire. Enfin, je crois que vraiment on écrit parce qu'on ne sait pas, on écrit parce qu'on est dans l'inconnu, dans l'ignorance, dans le doute, on écrit parce qu'on va découvrir qu'on n'en sait pas plus, ou qu'au contraire, on va partir en enquête sur pourquoi on a voulu écrire là-dessus, et donc c'est plus l'ordre d'une enquête intime. Mais quand j'ai fait des rencontres en librairie pour les fils conducteurs, il y a un monsieur qui est venu me voir à la fin de la rencontre et qui me dit « J'ai adoré votre livre, mais maintenant que je sais que vous n'êtes pas allé au Ghana, je ne l'aime plus. » Et ça m'a beaucoup marqué, parce que j'ai trouvé que c'était très courageux de sa part de venir me le dire. Et en même temps, ça m'a beaucoup hanté sur qu'est-ce que ça veut dire en fait. Est-ce que ça veut dire que j'ai menti parce que j'ai inventé, parce que je n'y suis pas allé, et donc que mon livre est un livre malhonnête? Est-ce que ça veut dire que l'émotion ou le parcours intellectuel ou sensitif que ce lecteur a eu pendant le livre est récusé par ma démarche? Est-ce qu'il a eu l'impression d'être trompé? Qu'est-ce qui fait que tout à coup le fait de savoir la fabrique du livre disqualifie le livre? Je trouve ça, j'ai pas de réponse du tout, mais je trouve ça très, très, très intéressant à penser, quoi. Enfin, en tout cas, ça m'a beaucoup habité. Alors, tu évoques les interactions, ton changement aussi de posture auctoriale. Finalement, le terrain pas trop, et maintenant tu y trouves un intérêt. Pourrais-tu revenir sur le travail de collecte, si j'ai bien compris, que tu as réalisé pour ta dernière production? Alors, c'est un spectacle qui s'appelle Un Sacre, qui est conçu avec la metteuse en scène Lorraine de Saglazan, avec qui j'ai déjà travaillé sur une adaptation de Platonov, de Tchekhov, et aussi un texte qui s'appelait l'an dernier La vie invisible, pour lequel on était parti à la rencontre de personnes déficientes visuelles. Et donc on a comme radicalisé cette démarche de partir à la rencontre de personnes pour ce projet-là. Et donc à partir du mois de janvier, on a rencontré, entre le mois de janvier et le mois de juillet, on a rencontré à peu près 300 personnes. Et on a lancé des appels à témoins à partir d'un mot qui est le mot de réparation, qui est un mot un peu fourre-tout, qui est un mot à la mode aussi. Il y a tout un courant de la littérature réparatrice. Enfin, on donne à la fiction, à la pratique artistique, à la culture, une fonction écrasante qui serait une fonction de réparation, mais ça n'est pas qu'un mal, c'est-à-dire que l'art est aussi là pour recréer du lien. Enfin, ça c'est quand même aussi très beau, quoi, de nous mettre en lien avec une œuvre, et donc avec quelqu'un, c'est quand même magnifique.
Et donc on est parti avec ce mot et on demandait aux gens quel écho ce mot de réparation a dans votre vie. Donc, parfois on rencontrait des gens qui réparent, dont le métier c'est de réparer des voitures ou des médecins, ou des gens qui avaient une expérience à partager parce que ce mot-là résonnait avec une expérience forte de leur vie. Donc le protocole était toujours le même, on rencontrait souvent les gens dans des théâtres qui du coup étaient fermés, vu le contexte. Donc il y avait une chose un peu étrange de rencontrer des gens dans des lieux désertés pour préparer quelque chose qui était censé peut-être avoir lieu, mais on n'en était plus totalement sûr. Et les gens partageaient avec nous 2 heures de leur temps, ils nous racontaient une expérience précise qu'ils avaient traversée. Évidemment, au fil des rencontres, on s'est aperçu que ce qui fédérait quasiment toutes les rencontres, c'était la question de la mort. En fait, les gens voulaient nous parler de leur mort et de leur disparu. Et donc on a été assez bouleversés par ça, parce que tout à coup, le mort dont nous parlaient les gens redoublait le nombre de rencontres. C'est là que c'était plus de 300 personnes, mais c'est 600 personnes qu'on a rencontrées, parce qu'en rencontrant ces vivants, on a vraiment eu la sensation qu'on rencontrait leur mort, et ça c'était extrêmement troublant. Et on a engagé toute une recherche sur la prise en charge de la mort en France aujourd'hui. Alors évidemment, vu le contexte sanitaire, cette thématique comme revenu nous attraper à un endroit qu'on n'avait absolument pas prémédité, et on ne pensait pas du tout qu'on parlerait de ça. Et en fait, on s'est vraiment passionné sur ça, sur comment aujourd'hui est traversée la mort dans notre pays, quel rite on met en place pour accompagner les morts, pour les gens qui ne sont pas religieux, qui sont ni rationalistes, pour les gens qui sont athées ou agnostiques ou rationnels, mais qui ne se reconnaissent pas forcément dans une religion, c'est quoi la mort pour eux? Est-ce qu'ils construisent une fiction sur une fiction ou pas, mais en tout cas, est-ce qu'ils croient en quelque chose? Qu'est-ce que c'est que le rapport à la prise en charge de cette expérience ontologique-là de la mort? Et donc on a construit un spectacle avec 9 acteurs, qui est aussi un spectacle traversé par la chorégraphie, et on a imaginé le spectacle comme un lieu. Alors d'après une réflexion de Michel Foucault sur l'hétérotopie, qui est un lieu particulier qu'il a théorisé comme un peu l'envers de l'utopie dans le monde réel, c'est-à-dire un lieu qui est traversé par des règles qui fédèrent des gens parce qu'ils sont en rupture avec quelque chose de leur société, qui se retrouvent dans un lieu pour, d'une certaine manière, accomplir l'utopie par une manière de vivre et des règles de vie qui font que tout à coup quelque chose du lien est possible. Et donc les personnages viennent sur scène, c'est 9 acteurs qui viennent sur scène et qui partagent un des témoignages qu'on a pu recueillir. Alors évidemment, il y a eu tout un travail colossal après la réécriture de ces témoignages, et aussi un travail de prolongement par la fiction, parce qu'en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que les gens qu'on rencontrait avaient une demande. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que les gens venaient pour nous parler, mais en contrepartie, d'une certaine manière, ils demandaient quelque chose au théâtre, ils demandaient quelque chose à la fiction, ils demandaient quelque chose aux acteurs. Et donc, on essaye, dans le spectacle, quelque chose de très performatif, d'accomplir cette demande. C'est-à-dire de partager leur histoire, de convoquer leur mort, et de répondre à la demande qu'ils nous ont formulée. Vaste défi. Ce qui va nous amener à une réflexion plus sociétale, en effet, sur, en t'entendant, on peut s'interroger, est-ce que la littérature est-elle pour toi, en tout cas, un lieu possible de reconfiguration des formes de l'engagement politique? Oui, en fait, moi, je sais que écrire et lire me change vraiment, c'est-à-dire que c'est parce que je lis ou que j'écris que je me vois changer. Et donc, j'ai l'impression que c'est fondamentalement un acte de représentation du monde qui est un acte politique. J'ai l'impression que la littérature, elle est là pour venir explorer les espaces manquants, les récits manquants, pour venir nous parler de ce qu'on a en commun, de ce qu'on a vraiment en partage. Donc en ce sens, il me semble qu'elle peut avoir cette portée politique. Après, je pense que dès qu'on essaie de la rendre politique, elle tombe. Donc c'est un peu l'équilibre un peu délicat, je pense qu'il faut réussir à trouver, c'est comment par l'invention formelle, par l'ambition formelle qu'on peut avoir pour la littérature, on peut susciter un acte politique, que ce soit un acte de pensée ou une action,
Mais j'ai l'impression que ça ne peut pas passer que par... c'est pas parce qu'un livre évoque une thématique politique qu'il est politique. Pour moi, ce qui est politique, c'est peut-être ce que je mets au plus haut, c'est-à-dire quelque chose qui, à un endroit, à un moment, va me changer, va me désaxer, va me désorienter. Alors j'ai l'impression que la littérature, elle peut faire ça, elle peut nous désorienter, elle peut nous faire voir autrement les choses, moi je sais qu'il y a des choses que je ne vois plus pareil après avoir lu tel livre. Un livre peut changer ma représentation du monde sur une chose dans le monde et tout à coup me mettre en dynamique. Et ça, c'est des livres qui sont... Enfin, ça, c'est des grands livres, enfin, c'est des livres qui nous marquent, quoi. On va les évoquer tout à l'heure. Alors, après les frontières spatiales, interromps-nous aux frontières génériques. On peut observer dans ta production littéraire une sorte d'oscillation permanente, je dirais, entre le théâtre et le roman. D'ailleurs, en 2020, paraît l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure, Soudain Romy Schneider, ayant un sous-titre paradoxal pour les puristes, puisqu'il est intitulé Roman théâtral. Hybride, forcément. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce recours à cette étiquette? Qu'est-ce que tu mets là-dessous? Alors, c'est pas de moi cette étiquette. Hein. Moi, je ne mets jamais roman ou théâtre ou ça me paraît. C'est-à-dire que je sais pour qui j'écris un texte. C'est plutôt ça. C'est que là, dans le cas de Soudain Romy Schneider, c'est un texte qui m'a été commandé par un théâtre pour lequel j'avais déjà travaillé, le théâtre de Poche à Genève. En fait, au départ, on m'avait commandé une adaptation théâtrale du film de Jacques Deray, La piscine, avec Romy Schneider et Alain Delon. Et moi, j'étais très partant. Enfin, je trouvais que c'était une super idée. C'était un film que j'avais vu, que j'aimais bien. Donc j'ai dit oui. Et puis quand j'ai commencé à travailler, j'ai revu le film, puis je me suis dit que c'était vraiment idiot, quoi, comme projet. Je trouvais ça idiot parce que je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, ça se passe à Ramatuelle, un été. C'est une histoire d'amour entre Alain Delon et Romy Schneider qui sont en maillot de bain au bord d'une piscine et qui font l'amour pendant tout le film. Et puis un petit polar derrière. Donc, je me suis dit, on ne va pas faire 1h30 dans un petit théâtre. Enfin, un petit théâtre, l'espace n'est pas gigantesque entre le public et la scène. Je me suis dit, on ne va pas construire une piscine. On ne va pas mettre des acteurs en maillot de bain qui vont s'embrasser pendant 1h30. Ça n'a aucun intérêt avec une petite trame de polar. Et surtout, on n'a ni Romy Schneider ni Alain Delon, qui sont quand même juste les deux seules choses, les deux seules attractions de ce film. Donc je me suis dit, ça va pas du tout, il faut pas du tout faire ça. Donc après avoir revu le film, j'ai été comme un peu aimanté, évidemment pour des raisons érotiques, mais aussi pour qui est Romy Schneider, pour l'actrice qu'elle est, puisqu'elle est vraiment sublime dans le film, et puis en plus c'est une actrice assez étonnante. Et donc j'ai proposé en fait de commencer à imaginer un texte sur Romy Schneider. Est-ce que vous voyez qui c'est Romy Schneider? Tout le monde ou pas? Je suis curieux parce que je ne sais pas si votre génération connaît encore Romy Schneider, mais si, quand même. Si, ça vous parle un peu. Un peu. Pas tous. Moi, je connaissais un peu Romy Schneider, j'avais vu quelques Sissi, je pense que j'avais vu quelques films de Sautet, mais pas plus. Et je nourrissais pas du tout de passion pour elle, je n'étais pas du tout totalement fan d'elle, enfin j'avais rien de particulier vis-à-vis d'elle, simplement je trouvais qu'elle était étonnante. Peut-être en fait maintenant, je pense que ce qui m'étonnait, c'est qu'elle était simplement... c'était son accent, je voyais quelque chose d'autre que ce qu'elle était, que ce qu'elle avait l'air d'être dans le cinéma français, et je pense que c'est ça qui m'a intéressé. Et donc j'ai proposé de faire un texte sur Romy Schneider, et donc je savais que j'écrivais pour le théâtre, donc je savais qu'il y avait 6 acteurs et que ce texte allait être partagé sur un plateau, performé devant des gens au présent. Donc ça, c'est plutôt ça qui a comme induit un traitement, je ne sais pas si le mot est bon, très théâtral, en tout cas l'idée d'une écriture qui allait être traversée au présent par un comédien. Sauf que j'ai quand même écrit contre le théâtre aussi, puisque à l'intérieur de ce texte, j'ai inséré une parodie du film à la piscine, précisément, qui est un petit peu le projet qui aurait dû être si j'avais respecté la commande. Donc c'est une espèce de petite capsule comique dans le texte. Mais en fait, je me suis aperçu que je me posais... En fait, l'écriture théâtrale, pour moi, j'ai l'impression que c'est la plus libre, contrairement à celle du roman. Parce que dans l'écriture théâtrale, vous n'êtes pas seul,
vous écrivez pour quelqu'un d'autre, vous écrivez pour une troupe, et vous écrivez après pour des spectateurs. Et donc, il y a comme en ricochet plein de gens pour lesquels vous écrivez. Quand vous écrivez un roman, vous écrivez pour un lecteur que vous ne croiserez pas, a priori, que vous ne connaissez pas. Vous n'aurez aucune prise sur sa temporalité de lecture. La seule chose que vous maîtrisez, c'est l'espace de la page. C'est la seule chose. Et donc, c'est dans cet espace de la page, dans cette espèce de géographie du livre et dans la manière dont les pages vont se tourner que vous pouvez mettre en tension quelque chose que vous maîtrisez. Mais c'est la seule chose. Le théâtre, c'est différent. Le théâtre, vous pouvez être... comme vous n'êtes pas seul, vous allez être transformé, métamorphosé, donc vous allez vraisemblablement soit être sublimé, soit être réduit. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de profondément plus émancipateur et de plus libre dans la forme. Et donc Romy Schneider, le texte, il a pris un peu des allures, et il se trouve que des allures qui avaient l'air non théâtrales, mais qui n'étaient pas non plus romanesques, puisque j'ai proposé le texte à mes éditeurs de romans qui m'ont dit que c'était pas assez romanesque, et mon éditeur de théâtre m'a dit c'est pas tout à fait assez théâtral. Donc je me suis dit bon, je ne sais pas. Et comment alors? On fait comment? Et en fait, l'éditeur de théâtre qui aimait beaucoup le texte, et puisque le texte avait été créé sur la scène, il y avait quand même cette création-là qui faisait autorité d'une certaine manière et qui disait c'est théâtral. Et donc, il a créé une collection spécifique pour sortir ce texte. Cette collection s'appelle Lisière, et qui est une collection qui vise à publier des textes qui n'ont ni l'air d'être du théâtre, ni du roman, ni de la poésie, ni de l'essai, qui sont comme ça une espèce d'organe un peu hybride. Mais je ne saurais pas dire roman théâtral, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en même temps, est-ce que c'est pas l'intérêt pour un écrivain, est-ce que c'est pas son rôle, en quelque sorte, de justement bousculer les frontières génériques? Moi, je trouve que c'est la seule chose qu'on a à faire. Enfin, la seule chose, le seul acte qu'on peut faire qui change notre manière la manière dont la littérature peut entrer dans notre vie, c'est comment on fait des textes autre chose que ce à quoi ils sont prédestinés. Donc en fait, moi je sais que quand je me dis que je vais écrire un roman, je n'y arrive pas, et quand je me dis que je vais écrire une pièce de théâtre, je n'y arrive pas parce que je sens bien les canons et les nécessités induites par chacun des gens qui m'attendent de manière bridante, quoi, qui sont là comme ça, à attendre que je puisse produire du théâtre ou produire du roman. Et effectivement, je crois que quand je reconnais dans le théâtre du théâtre et quand je reconnais dans le roman du roman, ça m'ennuie en tant que lecteur. C'est-à-dire que moi, je suis passionné par les textes qui échappent un peu et qui font que je ne reconnais pas tout à fait la pureté d'un genre ou la pureté d'un geste théâtral ou d'un geste romanesque, mais que c'est un peu impur, que c'est un peu monstrueux, que c'est un peu trop dense ou au contraire un peu trop troué. Ça m'intéresse beaucoup. Et je sais que j'essaie toujours d'écrire des romans en insufflant, en me disant qu'au fond j'écris du théâtre et d'écrire du théâtre comme si j'étais... En fait, j'essaie d'écrire des romans comme si j'étais dramaturge, d'écrire du théâtre comme si j'étais romancier. Comme ça, je me dis qu'à chaque fois, je ne suis pas là où le genre m'attend. Donc j'ai une marge de manœuvre pour essayer de fracturer les formes cadenassées. Tout un jeu sur la posture octoriale en oscillation. Ouais. Alors avant de passer à l'échange avec la salle, bien sûr, et puis aussi en écho à notre rencontre de ce soir à la médiathèque du Pontifroy à Metz, qui est partenaire du prix littéraire Frontières, je souhaiterais t'interroger sur ta bibliothèque idéale. Tu parlais tout à l'heure de romans qui changent une vie, ou en tout cas d'œuvres qui subjuguent, ou qui au contraire peuvent repousser. Donc j'aimerais te demander quelle suggestion tu pourrais faire en tout cas à nos lecteurs ici, puisque on dit souvent que derrière tout écrivain se cache un grand lecteur. Oui, c'est vrai. Alors il y a un livre de Régis Geoffrey. Je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain, un écrivain français, bien vivant, qui a écrit un livre il y a, je pense, une vingtaine d'années qui s'appelle Univers, qui est un livre, à mon sens, vraiment prodigieux. C'est l'histoire d'une femme qui prépare un gigot. Voilà, c'est tout. Et ça fait 700 pages, je pense, 600 pages. Et en fait,
c'est au moment où cette femme prépare ce gigot, met le gigot dans le four, donc évidemment ça joue avec le stéréotype de la femme au foyer qui prépare pour le dîner familial la viande, quoi, le plat. À partir de là, il y a une espèce de, je ne sais pas comment le dire autrement, d'échappée dingue sur les vies possibles que cette femme aurait pu avoir ou a en elle-même. Et c'est vraiment sublime. C'est d'une beauté, d'une inventivité, d'une folie. C'est drôle, c'est exceptionnel. C'est vraiment un livre qui m'a profondément marqué par la radicalité du geste d'écriture. C'est vraiment très 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 audacieux, c'est démesuré et c'est superbe. Et moi je me disais, au bout de 30 pages, je me disais ça va pas tenir autant de pages. Et en fait, on est dans un état de transe quoi, à force de lire ça, de lire ce livre. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Mais en fait, je m'aperçois qu'il y a des livres qui marquent pour l'écriture et les livres qui marquent pour la vie. Alors je pense que Régis Geoffrey m'a marqué un peu pour les deux, parce que c'est que ça a déployé ma perception des autres et ma perception de moi-même, des vies secrètes et fantasmées qu'on a tous, enfin de tout ce qu'on se raconte sur les vies qu'on pourrait avoir, les vies qu'on a pu avoir nos proches, tout ça. Il y a un autre livre qui a une forme de parenté, je trouve, alors qu'il n'a rien à voir, mais c'est Les années d'Annie Ernaux. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. J'aime beaucoup Annie Ernaux, mais c'est presque tellement stéréotypé de dire qu'Annie Ernaux est marquante, mais il n'empêche, elle est quand même très marquante. Et Les années, c'est un livre absolument magnifique, où elle appelle ça, je crois, l'autobiographie impersonnelle, où c'est une traversée de sa vie scandée par des photographies d'elle-même et écrite à la troisième personne du singulier. Et c'est très très beau, vraiment, ça retrace toute une période du XXe siècle, et c'est une espèce d'autobiographie collective qui raconte une époque, qui raconte une société, qui raconte une condition, et c'est vraiment somptueux, c'est dans une langue absolument sublime. Il y a un livre, moi j'avais adoré Aurélien quand je l'avais lu d'Aragon, c'est vraiment un texte qui m'a profondément marqué pour le plaisir romanesque que j'ai trouvé en le lisant. Enfin, je trouve que c'est un livre qui a une profondeur et une dynamique qui m'a vraiment qui m'a marqué profondément. C'est déjà c'est là qu'on oublie. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, on va passer peut-être aux questions dans la salle, qui ont été préparées par des étudiants, et qu'on va avoir le plaisir d'entendre. Alors, à qui cède-t-on la parole? Alors, je sais, hein, la première question, c'est toujours la plus angoissante, mais après, en général, les choses se passent bien. Alors, qui on écoute? Oui, haut et fort, s'il vous plaît. Je voudrais poser une question très pratique. Est-ce que vous avez des habitudes, une discipline d'écriture, un lieu précis, des horaires précis, une régularité? Ou est-ce que quand l'inspiration vient, si c'est pendant la nuit, vous vous levez? Voilà, je voudrais voir comment ça se passe. C'est une combinaison des deux. C'est-à-dire que je crois qu'on est forcé de se discipliner. En tout cas, c'est qu'à un moment, il y a 10 ans, parce que c'est à peu près à l'âge de 25 ans que je me suis mis à écrire, il y a 10 ans, je me suis dit j'aurais toujours mieux à faire qu'écrire. Donc si je ne me discipline pas, ça n'adviendra jamais. Donc j'ai commencé à me discipliner, c'est-à-dire à me dire que c'était... il fallait le faire, donc il y avait des horaires, tout ça. Maintenant, évidemment, la vie elle a changé, c'est mon métier, donc c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que je n'envisage pas de faire autre chose, dans la mesure où c'est mon métier, donc en fait c'est ce que je dois faire, et c'est ce que j'aime faire. Après, j'essaye de me mettre le moins de rendez-vous obligatoires possible. Par là, je veux dire, si je commence à me dire que j'ai besoin d'être à tel endroit, d'avoir telle condition pour écrire, je n'y arrive pas, parce qu'en fait, comme je partage mon travail entre le théâtre et le roman, je suis amené à pas mal bouger, donc je ne peux jamais dupliquer les conditions d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a celles que je retrouve chez moi dans mon bureau, qui sont celles dont je ne suis même pas sûr qu'elles soient les conditions idéales, dans tous les cas celles qui sont les plus quotidiennes. Mais si je m'attachais à ça en disant que je ne peux pas le faire ailleurs, je n'y arriverai jamais. Donc moi j'ai besoin de mon ordinateur, d'une table,
d'une chaise et d'une fenêtre. Franchement, c'est à peu près tout. Alors après, où que ce soit, et par contre, je peux pas écrire dans un café, ça j'y arrive pas du tout. Je sais qu'il y a plein d'écrivains qui arrivent vraiment et qui aiment ça, moi j'y arrive pas du tout. Sinon j'écris pas, je regarde les autres et du coup le bruit me traverse un peu trop, donc c'est les seules choses dont j'ai besoin. Après, comme j'ai une famille, il faut que j'écrive à des horaires en fait de travail stricts. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai déposé ma fille à l'école et après quand je vais la chercher, donc c'est des horaires de travail ordinaires comme tout le monde. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des moments où, quand je suis dans un texte, j'ai besoin d'une intensité un peu plus grande. Moi, j'arrive pas du tout à écrire tous les jours. Par contre, je ne me mets pas du tout à ma table tous les jours entre 6h et 10h, ou ça, vraiment, je suis incapable de faire ça, parce que d'une part, j'ai besoin de me frustrer d'écriture pour pouvoir écrire. Il y a des moments où je n'ai absolument pas envie d'écrire, et où je n'ai pas accès à ça, vraiment, je n'y arrive pas. Par contre, quand il y a un projet d'écriture qui me tient à cœur et que je m'y mets là, je me force à mettre en place une discipline qui va engendrer d'elle-même une dynamique. Ça, moi, j'y croyais pas trop, mais en fait, c'est le cas. En fait, quand on se force et qu'on s'impose des conditions, elles engendrent elles-mêmes une dynamique, je crois. Après, c'est une dynamique. Enfin, on est seul avec un ordinateur, donc je veux dire, c'est pas des dynamiques trop difficiles à essayer de susciter. Mais par contre, quand je suis dans l'écriture d'un texte, à un moment donné, il faut toujours que je parte un peu du foyer pour me défaire de toutes les contraintes, et notamment des contraintes de temps. C'est-à-dire que moi, il y a des moments où j'ai besoin vraiment d'être dans une solitude totale, et surtout de ne dépendre de personne. C'est presque plutôt ça, c'est de ne dépendre de personne, donc de n'avoir personne à compter. Enfin, je ne dois pas avoir quelqu'un à m'occuper, je ne dois pas avoir de repas à préparer, enfin, indépendamment pour moi, je dois pas avoir de tâches à faire qui me rattachent à la vie quotidienne ou au temps des autres. Je dois être souverain de ce temps-là. Et il y a toujours un moment dans l'écriture d'un texte où je dois sanctuariser quelques jours comme ça. Voilà. Et la seule chose que j'aime bien, c'est être accompagné d'une œuvre cinématographique. C'est-à-dire, là d'où je viens, disparu, je suis parti 15 jours, j'avais une résidence d'écriture à Marseille, et c'est là que j'ai commencé l'écriture du livre, et je voyais 2 films de Bergman par jour. J'écrivais à peu près, c'était costaud parce que je m'étais mis un rythme, mais parce que je savais que ce temps-là était précieux et que cette solitude à arracher, elle était rare. Donc je savais qu'il ne fallait pas que je chôme. Et donc j'écrivais au minimum 12 heures par jour et je voyais 2 films de Bergman. Et ça, j'adore être dans une chose un peu radicale, à la fois dans le rythme et dans le compagnonnage avec un autre. Et donc là, je l'ai fait pour un projet de théâtre et c'était Cassavetes. Là, je me suis dit, c'est Cassavetes avec qui je vais dialoguer, quoi. Ça, je trouve ça très inspirant et ça m'aide beaucoup, ça. C'est les seules choses. Donc c'était la résidence La Marraine à Marseille? Oui, absolument. Tout à fait. Alors, après les rituels d'écriture, est-ce qu'on aurait une autre question? Alors, on va partir ici. J'ai une question à propos de toute la visée esthétique de votre œuvre par rapport au Ghana, etc. Vous avez accordé beaucoup d'attention à tout ce qui était sur l'émotion esthétique, l'esthétisation de l'horreur, vous avez parlé de Tarkovsky, etc. Est-ce que vous pensez faire une littérature de la laideur par rapport à ce qui se passe dans les décharges au Ghana? En tout cas, ça ne me fait pas peur, la laideur. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'effectivement, il y a comme... je ne sais pas si c'est une littérature de la laideur plus qu'une littérature de l'invisible, paradoxalement, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on ne regarde pas. Possiblement parce que c'est laid, ou dégoûtant, ou rebutant, ou caché, ou scandaleux, ou... Ça m'intéresse beaucoup, pas par esprit de subversion particulière, mais parce que je pense qu'en fait, il se joue des choses fondamentales de l'être, et ça, je trouve ça passionnant. Par exemple, je pensais beaucoup quand j'écrivais, je me dis, c'est vrai que si je pense à la trajectoire de mes ordures, j'identifie bien au moment où je mets mon sac poubelle dans la poubelle dans mon immeuble et que je referme et que je remonte,
le soulagement de m'être débarrassé d'une chose et de ne plus avoir du tout conscience de ce qu'il advient de ces choses qui sont à moi et qui pourraient raconter ma vie, quoi. Et ça, ça m'étonnait beaucoup parce que je me disais, c'est quand même fou, les ordures, c'est vraiment la chose la plus constante de notre vie. Le nombre d'ordures qu'on laisse après nous dans la journée, c'est colossal. Et je trouvais ça passionnant de me dire, ben, oui, ça sent mauvais, oui, c'est pas beau, oui, c'est dangereux, oui, c'est toxique, oui, mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus vivant, en fait, comme trace de nous. Alors j'ai l'impression que c'est... Et je pense pareil pour Là où je viens disparu, je pense que c'était le territoire invisible, d'autant que dans la photographie, et c'est ça en fait, j'ai identifié au fil de l'écriture qui m'avait scandalisé le plus, c'est qu'en fait, et heureusement, on ne voyait pas leur visage à ce père et à sa fille, puisqu'ils étaient face contre boue. Et je me disais, il faut redonner un visage à ces deux êtres, c'est ça qu'elle doit faire, la littérature, c'est pas se contenter de voir ces êtres écrasé dans la boue et dupliquer cette image sur les réseaux sociaux avec des émoticônes affectés, empathiques ou des paroles plates. Il faut retourner ces corps. Et c'est ça que doit faire la littérature, c'est doit retourner ces corps et les remettre en vie. Évidemment que c'est obscène comme geste. Mais je pense que la littérature, si elle ne va pas chercher ce qui est obscène, elle ne génère pas grand-chose. Et au théâtre, c'est pareil. Si on ne va pas chercher un petit peu ce qui est obscène, il ne se passe pas grand-chose, je trouve. Et donc je ne sais pas si c'est... La laideur, c'est presque trop esthétisant déjà. La littérature de la laideur, je ne choisis pas ce qui serait laid précisément par contre-pied. C'est plutôt, tiens, je ne me suis jamais demandé ça, alors qu'en fait c'est structurant dans ma vie. Je ne me suis jamais demandé ce que devenaient mes ordures, je ne me suis jamais demandé les 4 téléphones portables et les 3 ordinateurs que j'ai eus depuis 10 ans, que sont-ils devenus? Qui les a? Où sont-ils? Et ça, c'est plutôt cet invisible-là que la laideur en tant que malheur, quoi. Je ne sais pas si ça répond. Et peut-être aussi pour Romy Schneider, je peux dire... En fait, ce qui était passionnant, c'est que j'ai commencé à regarder l'intégralité de la filmographie de Romy Schneider et je me suis aperçu que quasiment film après film, elle se fait frapper. Et ça, je me suis dit, ça c'est invisible si on ne regarde pas l'œuvre, c'est-à-dire que si on n'adopte pas une méthode que seul l'écrivain ou l'enquêteur ou le journaliste peut adopter, ou le chercheur, il y a des choses qui n'apparaissent pas. Et donc c'est dans ce sens-là qu'en fait, la littérature est un point de vue qui axe. Parce qu'en fait, on se met à faire des choses que personne ne fait. Non pas parce qu'on est mieux que les autres, non pas parce que... Mais c'est que tout à coup, pour les besoins d'un projet d'écriture formelle, on se met à faire des choses que personne n'a encore eu à faire. Et là, tout à coup, on voit quelque chose. Et je me doute que plein de gens ont sans doute regardé la filmographie intégrale de Romy Schneider, sauf que moi, je l'ai fait en un mois, en voyant... Il y a 63 films, donc j'ai fait en un mois, en voyant 2 films par jour. Et tout à coup, quelque chose apparaissait parce qu'il y avait cette rythmique-là et parce que peu à peu, mon regard s'affûtait et se disait, tiens, elle se prend une gifle. Ah, voilà, elle se prend une deuxième gifle dans le film. Ah, dans cet autre film, là, elle se fait carrément pousser contre le mur et tiens, et à chaque fois, ah, c'est son mari qui la frappe. Ah, bah là, c'est encore son mari qui la frappe. Ah, bah tiens, elle se prend une claque de son mari. Puis c'est marrant, dans le scénario, elle se prend juste une claque. C'est normal, quoi. Enfin, ils vont manger dans un restaurant, ils prennent des œufs mayonnaise. Ils vont danser dans une boîte, elle se prend une claque, ils vont au bord de la mer, ils ont des enfants, ils s'aiment, ils se séparent. Je me disais, bah, c'est quand même fou que cet élément-là, qui est aujourd'hui, avec le regard qu'on a, un élément massif, qui dit quelque chose de fondamental de la société qui nous est léguée, bah, c'est fou. Donc je me suis dit, c'est ça que je dois regarder. Pourquoi on se sent autorisé, pourquoi on s'est senti, pour ce cinéma-là, de divertissement entre les années 50 et 80, pourquoi on a considéré que Romy Schneider pouvait se faire frapper dans tous ses films. Mais ça, ça n'est pas prémédité, c'est l'enquête qui fait que tout à coup, je me dis, il faut aller regarder ça, quoi. Oui.
pour rebondir sur cette volonté de rendre plus visible l'invisible, ce que vous dites, moi, ça m'évoque un passage Là d'où je viens a disparu, de cette mère de famille qui s'échine à témoigner à travers des fichiers Excel, des fichiers qu'elle veut les plus précis, les plus retentissants possibles, pour identifier, témoigner du parcours des réfugiés. Et en fait, j'ai l'impression, avec ce que vous dites, que quand vous avez écrit cela, vous avez fait, volontairement ou pas, une mise en abîme de votre propre travail. Et ce passage-là, moi, en le lisant et en voyant après coup que vous étiez dramaturge également, je me disais, c'est une scène qui pourrait être criée sur une scène de théâtre. Ça pourrait être, voilà, il y aurait tout un travail à faire autour de ce passage-là précisément. Oui, c'est vrai. Alors c'est marrant parce que l'été qui a précédé la publication du livre, donc quand il était terminé, j'ai lu 2666 de Bolaño que j'avais jamais lu, et je me suis dit, ah bon, j'ai juste fait ce que Bolaño a déjà fait depuis Belle Lurette, et je savais que c'était une espèce de égrener les noms, c'était quelque chose qui colonise de plus en plus le roman, précisément, enfin en tout cas la littérature, pour donner trace de ce qui a disparu. Mais c'est vrai que dans le livre, cette chose-là se redouble effectivement d'une mise en abîme et d'une réflexion sur où est la fiction et où est le réel. Parce que le personnage, effectivement, elle doit traduire, parce que en fait c'est un fichier Excel en anglais, où il y a qui recense les personnes disparues dans leur traversée vers l'Europe, et donc qui identifie combien de personnes pour tel naufrage, est-ce qu'on a leur identité, d'où viennent-ils, et quelles sont grosso modo les circonstances dans lesquelles ils ont trouvé leur mort. Donc c'est un fichier Excel, quoi. Il y a évidemment toute la tentative, c'est de restituer au langage sa part, et d'effacer ses lignes, d'effacer ses cases, d'effacer ses colonnes, de tuer le tableau pour que le sens de ces vies-là revienne par le langage. Et comme elle doit traduire, elle doit aussi en permanence se poser la question du mot juste, puisque quel est l'équivalent français du mot que je dois trouver pour restituer la factualité de cette mort. Et donc elle s'interroge tout le temps sur, oui, mais si je mets la date dans la phrase avant, est-ce que c'est très spectaculaire? Est-ce que je fais des effets de dramatisation? Si je mets une virgule à cet endroit, est-ce que je falsifie quelque chose du fait? Et donc en fait, elle est dans une démarche pour moi de où est la fiction. Moi, je pense qu'à partir du moment où on fait une phrase, la fiction arrive. Et simplement, ça ne veut pas dire que le langage est mensonger, ça veut simplement dire que les polarités pour moi du réel et de la fiction sont à repenser complètement. Je crois que c'est plutôt... Moi, je pense que c'est le rapport, je pense que c'est la fiction qui institue le réel et pas l'inverse. Je pense que c'est vraiment... C'est pas il y a le réel et puis une espèce de variation approximative, lacunaire et imaginaire. Je crois qu'il y a une représentation du monde qui est éminemment fictive pour chacun, qui institue notre rapport, notre expérience existentielle, et qui fédère cette chose insaisissable qui serait le réel. Mais je crois que et pour moi, ce passage, il était vraiment important pour ça, pour dire, effectivement, faire une phrase, c'est déjà produire un acte de fiction. Alors, peut-être une dernière question. Moi, je voudrais revenir sur le début de Là d'où je viens a disparu. Vous commencez avec la photo du petit Aylan qui était découvert sur une plage turque. Et je pense qu'on a tout vu. Et le personnage lit le journal et elle lit tout un commentaire dessus. Et juste après, vous écrivez « C'est l'œuvre d'un romancier en vogue, invité dans ses colonnes une fois par semaine pour commenter l'actualité, non pas à chaud, mais avec son recul d'artiste, bullshit. » Qu'est-ce qui fait qu'avec votre roman, vous vous éloignez de ce bullshit-là? Là, alors d'une part, c'est le point de vue d'un personnage, donc c'est pas forcément le mien. D'autre part, c'est comme une mise en abîme programmatique de que peut le romancier vis-à-vis d'un fait. Qu'est-ce que c'est quand le romancier devient chroniqueur? Qu'est-ce que c'est quand le romancier instrumentalise le langage au profit d'une émotion collective pour chroniquer l'actualité? Ça se situe vraiment là-dessus, sur cette
ce point d'entrée là. Après, je n'ai aucune prétention à faire autre chose que du bullshit, dans la mesure où je donne forme à ma vie par l'écriture, je donne forme à une tragédie qui me touche par l'écriture en essayant d'appeler l'autre pour penser avec moi quelque chose dont je ne sais pas quoi faire. Et donc, je donne forme à mon chagrin par la littérature, sans avoir ni la certitude, ni l'assurance que ce que je fais n'est pas vain et n'est pas obscène. Mais je ne sais pas faire autrement. C'est un excellent mot de la fin. Alors, je pense qu'on peut remercier toutes et tous Guillaume de sa venue et de ce coup de